Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être aussi nombreux. Euh, hop. Je vais juste vous présenter un peu, donc je suppose que vous connaissez Envirobat BDM, et cette année, nous avons lancé une nouvelle action qui s'appelle Diffuser les bonnes pratiques de l'écologie pour un peu ouvrir le réseau et s'adresser à un public plus large que vous, que les professionnels et que le réseau habituel. Donc, je vais juste vous présenter un peu en quoi ça consiste, parce que ce webinaire s'inscrit dans cette action-là. Et après, je passerai la main donc, aux intervenants. Donc, diffuser les bonnes pratiques, ça consiste... Hop, je ne suis pas sur le bon truc. Je vais aller trop vite. Des campagnes sur Instagram. Alors pour l'instant, on en est aux prémices. Donc on a eu quelques campagnes sur les protections solaires. Est-ce que vous voyez bien? Moi, j'ai un écran un peu. Donc qui consistait, on a fait intervenir une illustratrice et qui consistait donc à montrer des problèmes, à voir quelles solutions apporter et ensuite donc à voir quels sont les produits BDM qui peuvent vous aider à mettre en œuvre les bonnes pratiques dès la conception de votre projet. Je vous invite, si vous ne l'êtes pas déjà, à vous abonner à la page Instagram. Donc, c'est bâtiment BDM au pluriel. Ça, c'est un premier élément. On a ensuite lancé un podcast qui s'appelle Vivre demain. Nous avons déjà 2 épisodes qui sont sortis. Le premier sur la résilience des territoires avec Emmanuel Perrin, qui est architecte urbaniste. Et le deuxième sur le confort et la santé avec Claire-Sophie Quedvez, qui est directrice de Medieco. Donc, il est disponible sur les plateformes habituelles que sont Deezer et Spotify, pas encore sur Apple Music, mais ça ne saurait tarder. Et je vais vous mettre le lien dans le chat, le lien de la page du podcast pour pouvoir les consulter dans le chat. Je le mettrai tout à l'heure quand je laisserai la main. Nous avons aussi une page LinkedIn, mais ça que vous connaissez déjà certainement, donc Envirobat BDM, dans laquelle vous retrouvez, qui est très active, et dans laquelle vous retrouvez toutes nos informations et toute notre communication sur les événements, les formations, des moments instantanés pendant les visites ou les rencontres ou les commissions, des projets bâtiments durables méditerranéens ou quartiers durables méditerranéens remarquables, ainsi que des événements de nos partenaires. Et enfin, nous avons aussi des webinaires pour sensibiliser. Donc, la semaine dernière, il y a eu un premier webinaire sur la méthode écrin. Et aujourd'hui, ça nous amène à aujourd'hui, sur le webinaire sur la restitution du guide Brise. Donc, je vais laisser maintenant la parole aux intervenants, donc à Robert Seller, Laurent Séau, Vincent Priori et Benoît Ramos pour l'équipe de Marjorie Sinizniak. Je ne dois pas prononcer correctement, je suis désolée. Vous me corrigerez. Et je vous laisserai vous présenter surtout. Et n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On va dérouler la présentation pendant 1 heure. Et à midi, on reprendra vos questions pour que les intervenants puissent y répondre. Voilà, je vous souhaite donc un bon webinaire et je coupe mon micro et je vous mets le lien. Bonjour à tous. Bon. Laurent, est-ce que tu es là? Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc, je vais commencer la présentation de notre projet et de notre guide sur les brasseurs d'air. Euh, donc on va dérouler assez rapidement, hein, sans trop s'attarder sur quelques notions. On parlera du projet d'abord, des problématiques, des contextes, de l'état des lieux notamment. Ensuite, on parlera des règles de conception, de dimensionnement, de calpinage, des problématiques sur les commandes des brasseurs d'air, Je ne sais pas vous, mais moi, je vois pas les diapos. la mise en œuvre. Je sais pas Moi, si je on peut vois voir notre retour. Toi, tu le vois la bien? diapo, c'est bon pour le sommaire. Ok. Non, moi, je vois rien. On parlera des mises en œuvre, donc des fixations. Comment prendre en compte les brasseurs d'air dans un projet de conception ou de réhabilitation, de rénovation de bâtiments. Quelques éléments financiers. Et enfin, comment le brasseur d'air est valorisé dans la RE 2020,
quelques notions d'acoustique et puis quelques notions de bilan et de perspective. Donc, ce projet a été réalisé en collaboration avec une équipe dont j'ai assuré le rôle, la lourde tâche d'être mandataire. Donc, ce projet a été réalisé donc, en collaboration avec Robert Seller, avec Vincent Priori, Benoît Ramos et Marjorie Saint-Xac, avec la collaboration également de Violette van der Koyle, de Léo Georges et de Claire Lorenzini. Donc, contrairement à ce que montre la vidéo que vous avez dû voir à l'instant, un brasseur d'air n'est évidemment absolument pas dangereux. Ça fait pas mal d'années hein, qu'on parle de brasseur d'air, notamment en contexte tropical. Précisément depuis 1994, avec une opération qui s'appelait Ecodom à l'époque, qui avait été initiée par l'ADEME et EDF pour essayer d'améliorer la conception et le confort des logements pour les Antilles et la Réunion. Et donc, c'était un des premiers référentiels dans lequel on prescrivait les brasseurs d'air. Et puis, il a fallu attendre pas mal d'années, notamment la sortie de la RT-ADOM en 2010, la première réglementation thermique pour les Outre-mer, pour que le brasseur d'air soit à nouveau prescrit, mais malheureusement pas forcément avec des prescriptions qui n'ont pas été forcément respectées. Donc, juste un mot là-dessus. Tu peux dire un mot si tu veux, oui, bien Oui, sûr. non, mais juste un mot là-dessus pour dire qu'effectivement, les bonnes idées, des fois, elles mettent longtemps pour aller au bout. Les brasseurs d'air qui s'inscrivaient dans la continuité technologique logique, on le verra après, des conceptions bioclimatiques avec un équipement low-tech, etc., au départ étaient perçus comme un outil passéiste et quelque chose qui n'apportait pas de confort. Et il a fallu 30 ans de bataille, on n'a pas été les seuls, pour faire en sorte qu'il soit pris en considération comme un équipement sérieux, énergivore, low-tech, durable, etc., avec énormément de qualité. Tout ça pour dire que si aujourd'hui vous avez des idées neuves à apporter au bâtiment, parfois il faut être relativement patient pour qu'elles deviennent mainstream. Donc maintenant, on voit de par l'assistance à ce webinaire, merci à tous d'être là. On est heureux de voir qu'ils trouvent leur place dans l'architecture comme élément extrêmement positif et qualitatif. Donc voilà. Donc, ce projet, en fait, a été initié grâce à l'appel à projet Ombré, lequel on a candidaté et on a été lauréat. Donc, l'appel à projet Ombré donc est cofinancé notamment par EDF et les certificats d'économie d'énergie. C'est l'AQC, l'Agence Qualité Construction, qui pilote le programme. Et pour ce projet, nous avons également bénéficié d'un cofinancement de l'ADEME. Donc, c'est le fruit de 16 mois de travail environ de l'équipe que j'ai présentée. Et donc, oui, tu peux passer, Vincent, merci. Donc, au départ, on a les zones de diffusion qui sont les 5 départements et territoires d'outre-mer. Et puis, bien entendu, le brasseur d'air va également s'appliquer dans les régions méditerranéennes, en métropole, et notamment en confort d'été, hein, où il est très, très utile. Alors, l'objectif du projet, c'était bien sûr de réhabiliter le brasseur d'air et puis de définir des règles de prescription. Et donc, vous avez à l'écran un aperçu du sommaire du guide. Donc, le guide, pour information, hein, on le retrouvera en ligne. Hein. Il est en ligne depuis juillet 2023, donc en ligne sur le site guide-brise.org. Et on va d'ailleurs le compléter avec un certain nombre de documents en ligne. Donc, juste pour rester sur le sommaire, donc il s'adresse à tous les professionnels hein, qui souhaitent prescrire des brasseurs d'air, les installer et les utiliser. Donc, on a un certain nombre de niveaux de lecture qui s'adressent donc pour l'essentiel aux concepteurs, aux architectes, mais aussi aux installateurs et aux utilisateurs.
Donc, problématique, contexte et état des lieux. Je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est une technologie assez méconnue, une technologie pourtant simple, qui avait une image passéiste d'équipements qui ne fonctionnaient pas. Et effectivement, il y avait beaucoup de brasseurs d'air euh, euh, qui avaient des pales plates, par exemple, qui poussaient très peu d'air et puis qui étaient mal fixés, etc. Donc, il avait acquis cette image cheap qui ne fonctionne pas. Et donc, tout ce travail pendant des années, et puis les fabricants s'y sont mis ensuite, ont amélioré leur technique. Et ce guide-là, il a pour objectif de donner des recommandations techniques assez précises, aussi bien au niveau dimensionnement que mise en œuvre, pour faire en sorte que cet outil, qui a un potentiel considérable, puisse retrouver sa place de noblesse. Donc ça, c'est une citation d'un sage chinois qui positionne le brasseur d'air comme un équipement low-tech, un peu comme on pourrait dire que le vélo électrique est le prolongement du vélo pour, les, pour la mobilité. Donc le brasseur d'air est le prolongement naturel de la ventilation naturelle. Donc c'est juste l'équipement qu'il faut pour créer un petit peu de vent quand le vent naturel ne fonctionne pas, tout comme le moteur électrique est là pour pousser un petit peu plus les pédales quand la côte est trop dure. Je vous laisse donc apprécier la sagesse du sage chinois qui a créé cette citation. Diapo suivante. Ça, c'est une diapo qu'on avait présentée il y a quelques années avec un architecte guyanais qui mettait en évidence qu'on livre aujourd'hui en Guyane, où il fait très chaud et très humide, des bâtiments avec des brasseurs d'air sans climatisation. Alors, on ne va pas rentrer dans un cours de thermodynamique thermique là-dessus, mais ce que vous voyez là, tous les points que vous voyez sur les graphes, c'est les points horaires de température et d'hygrométrie avec un diagramme qui horizontalement présente les températures, verticalement les humidités. Donc le brasseur d'air apporte du confort thermique en diminuant la température ressentie, puisqu'il évacue la chaleur à la surface de la peau, et en créant de l'évapotranspiration, donc en suscitant le phénomène de sudation. Et donc, dans la mesure où on réussit dans des écoles, dans des bâtiments divers et variés, notamment des bâtiments résidentiels, à faire en sorte que les brasseurs d'air apportent un confort satisfaisant, même si les usagers sont habitués à plus de chaleur et plus d'humidité en climat, disons, équatorial, parce que la Guyane, c'est pire qu'un climat tropical, c'est équatorial, on devrait y arriver à Marseille. Et le retour d'expérience, évidemment, il est plutôt bon. Donc à gauche, vous avez la photo de l'Institut médico-éducatif de Cayenne, où il y a quelques petites climatisations dans certains bureaux, mais dans toutes les chambres, tous les espaces communs, on a fonctionné uniquement en brasseur d'air. Et à droite, donc, vous avez un bâtiment réalisé par l'agence d'architecte SCO à Lumini, donc où on a aussi les brasseurs d'air dans un espace scolaire. Donc c'est un élément puissant pour lutter contre un certain nombre de dérives à la fois économiques, écologiques et même aussi humaines, pédagogiques, qui s'appelle la climatisation. L'usage de la climatisation excessif, tous azimuts, un petit peu comme notre parallèle, l'usage excessif du béton n'est bon pour personne. Le béton à sa juste position, je vais pas m'écarter trop longtemps, dans certaines parties d'un bâtiment, pour certains ouvrages, etc. Mais souvent, il est trop utilisé. Eh bien, dans le domaine technique, effectivement, la climatisation est surutilisée, alors que les brasseurs d'air peuvent rendre des services. La notion de brasseur d'air n'est pas, par exemple, à généraliser forcément dans l'ensemble des bâtiments. En revanche, dans la continuité d'un traitement bioclimatique de ventilation naturelle et de protection solaire, le brasseur d'air trouve toute sa place. Et il est loin de l'avoir trouvé actuellement. Le problème étant de revenir sur ces bâtiments qui ont été pensés pour être climatisés et qu'il faudra réhabiliter en installant des brasseurs d'air à la place. Voilà. Donc là, peut-être tu nous commentes, Laurent, quelques avantages et inconvénients. Ils sont nombreux. On vous les laissera lire tout seul. Alors, pour les Outre-mer, ce qu'on constate, hein, alors qu'on a des productions électriques qui sont encore malheureusement largement dominées par les énergies fossiles, pour les Antilles, par exemple, dans le secteur résidentiel, on a un taux d'équipement en climatisation qui est devenu majoritaire, hein, ces dernières années. En Guadeloupe, notamment, on a 70% des foyers qui ont la clim chez eux et seulement entre 10 et 15% qui ont des brasseurs d'air chez eux. Et donc, d'où ce besoin de vraiment promouvoir la solution brasseur d'air comme solution low-tech et évidemment avec tous ses avantages d'un point de vue efficacité énergétique. Sur Tu constat peux revenir... métropole, Oui, je te vas-y, laisse vas-y. commenter rapidement les différents points. Oui, non, mais juste la diapo d'avant, parce qu'il y a un truc que j'ai oublié de dire qui est important, excusez-moi, mais on est la diapo d'avant, qu'il faut lire, celle d'avant encore, pardon, excusez-moi, désolé.
Ce qui est le plus important dans cette diapo-là, c'est de montrer que la zone qui est la zone verte, aussi bien au climat marseillais qu'au climat de Cayenne, est une zone dans laquelle, bon, un scientifique, architecte, ingénieur et aussi médecin qui s'appelle Baruch Givoni, qui a défini ce qu'on appelle les polygones de confort, montre que même lorsqu'on est à droite, c'est-à-dire dans des moments où il fait chaud et humide, la vitesse d'air, ça a été montré de manière expérimentale avec des sujets qui étaient mis dans une ambiance et à qui on demandait s'ils étaient bien, pas bien, etc., montre qu'on peut étendre la zone de confort. C'est vraiment le principe de base du brasseur d'air, comme celui d'ailleurs de la ventilation naturelle, étendre la zone de confort à des moments où il fait très chaud et très humide, et à condition d'avoir ce souffle sur l'occupant. D'où l'importance, évidemment, de bien calpiner les brasseurs d'air. Mais voilà, le point le plus important, j'avais oublié de le présenter, cette possibilité qu'a le brasseur d'air d'aller chercher les points climatiques au moment où il fait vraiment très chaud et très humide, donc on est globalement à droite et en haut du diagramme de l'air humide. Voilà. Les thermiciens comprendront, les moins spécialistes le comprendront moins, mais c'est finalement, si on s'y met 5 minutes, pas trop difficile. Voilà. Excusez-moi. Donc, voilà. Voilà, donc j'ai parlé des constats rapidement pour les Outre-mer. Pour l'Hexagone, ben, c'est un petit peu la même problématique, dans le sens où le brasseur est encore moins développé, présent, alors qu'il présente un certain nombre d'avantages en confort d'été, bien sûr, mais aussi en confort d'hiver, grâce au phénomène de déstratification. On s'est aperçu dans les différentes enquêtes qu'on a menées que en fait, les freins, ils étaient plus psychologiques que techniques, hein, tout simplement par méconnaissance des principes essentiels de ventilation et de rafraîchissement, notamment ce que vient d'expliquer Robert. Aux Antilles, on a une théorie qu'on appelle la théorie du manguier, hein, qui dit que tous les points du polygone de confort, justement, élargis avec les vitesses d'air, ben, en fait, tous ces points représentent l'essentiel du climat. Et donc, dès qu'on est avec un bâtiment correctement conçu et avec un minimum de ventilation, qu'elle soit naturelle ou artificielle avec le brasseur d'air, ben, on va être en situation de confort, quel que soit le jour de l'année, l'heure de la journée. Si on fait un petit comparatif rapide, hein, sur les différentes solutions d'apport du confort, hein, on s'aperçoit que ben, la climatisation s'est généralisée, notamment dans les Outre-mer, dans le tertiaire notamment, avec des puissances absorbées nominales, hein, si on prend l'exemple d'une pièce de 10 à 15 mètres carrés, hein, où on installe un climatiseur de 2,5 kW frigorifique, ben, cet appareil va absorber 800 watts, alors que le brasseur d'air, pour traiter la même pièce, va en absorber entre 15 et 20 fois moins. Et en termes de consommation d'énergie, c'est le même ratio à peu près, voire même plus dans certains cas. Donc évidemment, des résultats qui sont bien entendu en faveur du brasseur d'air. Robert. Je repasse la main. Oui, donc là-dessus, c'est quelque chose, ça fait partie des fondamentaux importants à saisir et qui ne sont pas forcément bien compris. Le brasseur d'air, donc, effectivement, mobilise un système de rafraîchissement qui s'appelle la ventilation, mais communément dans le bâtiment, il y a 3 dimensions sur la ventilation. Bon, la première, la plupart des professionnels la connaissent, c'est la ventilation qui s'appelle hygiénique. Il faut ventiler un bâtiment pour apporter de l'air neuf, évacuer les pollutions, l'humidité, etc., les odeurs, etc. Bon, ça, je ne reviens pas là-dessus. Mais quand on parle de ventilation pour rafraîchir, il y a souvent une confusion sur 2 phénomènes qui sont des phénomènes qu'il faut évidemment synchroniser, qui sont cumulatifs. Le phénomène d'évacuation de la surchauffe, c'est-à-dire ouvrir pour évacuer l'air chaud qui est dans le bâtiment, qui est généré par les occupants, qui est généré par des apports internes, l'éclairage, etc., et aussi par les apports climatiques, s'ils sont mal maîtrisés, les apports solaires directs, etc. Et le deuxième phénomène, qui est le phénomène évapotranspiratif et aussi convectif, c'est-à-dire le rafraîchissement qui, lui, concerne l'occupant et non pas la pièce, géré par la vitesse d'air. Donc, cette vitesse d'air qui peut être provoquée par de la ventilation traversante, qu'il faut bien gérer, qu'il faut adapter, et une vitesse artificielle quand il n'y a pas de vent, quand il n'y a pas de
de différence de pression d'une façade à l'autre. Et donc ça, c'est vraiment important de se dire qu'il faut avoir ces deux phénomènes-là pour traiter un bâtiment de manière efficace sur le plan énergétique. D'une part, évacuer la surchauffe, c'est-à-dire déjà la minimiser et la faire sortir, mais ça peut ne pas suffire quand on a sorti la surchauffe, mais qu'il y a quand même une température résiduelle, simplement aussi parce que l'ambiance extérieure est trop élevée. Et à ce moment-là, on déclenche le deuxième étage de la fusée rafraîchissement en créant cette ventilation sur la peau qui abaisse la température ressentie de quelques degrés. Alors, communément, vous allez voir dans la littérature, un brasseur d'air rafraîchi de 3 à 4 degrés, 4-5 degrés, etc. En fait, il n'y a pas de valeur absolue, il y a une valeur qui dépend manifestement de la vitesse du brasseur d'air, mais là aussi, évidemment, on ne peut pas être homothétique, on ne peut pas dire 1 mètre par seconde égale 4 degrés, donc 5 mètres par seconde égale 20 degrés. Donc, il y a une limite. Il y a une limite à l'inconfort aussi, il y a une limite à l'utilisabilité. Donc, et les vitesses d'ailleurs maximum admises sont 1-2 mètres secondes. Et il y a aussi donc un effet de rafraîchissement qui dépend pas uniquement de la vitesse d'air, qui dépend aussi de l'hygrométrie ambiante. L'écart entre l'humidité à la surface de la peau et l'ambiance, plus il est important, plus on a un rafraîchissement, puisque plus le phénomène de sudation, d'évapotranspiration à la surface de la peau va être mobilisé. Donc quand on dit un brasseur d'air rafraîchi entre 1 et 6 degrés, c'est les cas les plus communs avec des vitesses faibles, 0,5 mètres secondes jusqu'à 1 mètre 50 secondes. Et puis, évidemment, côté gauche, des ambiances très humides et côté droit, des ambiances sèches. Et c'est vrai qu'un brasseur d'air dans une ambiance très sèche, en climat, disons, méditerranéen territorial avec des hygrométries à 30%, 1 mètre seconde peut facilement atteindre les 4 ou 5 degrés de température ressentie. Mais ça, il faut le faire de manière équitable, d'où l'importance des règles de calpinage. Donc voilà, c'est vraiment important d'avoir en tête pour tous les concepteurs cette notion de rafraîchissement. Et pour finir là-dessus, si vous avez une pièce dans laquelle les apports thermiques ne sont pas évacués, au bout d'un moment, le brasseur d'air va brasser de l'air chaud puisque la température va continuer à augmenter. Donc, le brasseur d'air ne fait pas ressortir la chaleur dans un bâtiment, il permet d'augmenter la vitesse dans un bâtiment dont on a été capable par ailleurs, architecturalement ou éventuellement mécaniquement, ce qui est plus difficile, de sortir les charges thermiques. Et donc, Laurent l'a dit, les freins à la mise en œuvre des brasseurs d'air, ils sont principalement psychologiques, malheureusement, aujourd'hui. Et on a voulu répondre ici à quelques idées reçues sur les brasseurs d'air qu'on entend très, très régulièrement. Donc, justement, brasser de l'air chaud ne sert à rien. Si, mais dans une certaine mesure et jusqu'à une certaine limite, mais c'est tous les phénomènes que Robert vient d'expliquer. Et puis, sous nos contrées, en hiver, sur des bâtiments de grande hauteur, brasser de l'air chaud qui est trop haut permet aussi de le faire redescendre sur les occupants. Euh, Ce qu'on entend aussi souvent, c'est dangereux, ce truc qui tourne au plafond, est-ce que ça va pas tomber? Est-ce que c'est pas risqué si je mets un pull? Est-ce que je vais pas me couper? La preuve, non, avec cette petite vidéo réalisée sans trucage, mais on est sur des vitesses rapides, mais des pales très très légères, des puissances très faibles, et donc même en cas de collision avec un brasseur, on a relativement peu de risques de se blesser en fait. L'autre écueil couramment entendu, c'est moche. Tout le monde a en tête les versions des brasseurs d'air avec les pales en osier, les trois lumières en forme de fleurs en dessous, etc. Aujourd'hui, vous le verrez un peu dans cette présentation, et puis vous pourrez aller voir sur Internet tous les modèles qui existent aujourd'hui avec des formes très modernes, avec l'utilisation du bois pour les pales, etc. Et des choses qui permettent de s'insérer harmonieusement dans une pièce. Toutes les feuilles vont s'envoler, là c'est pareil, pas vraiment, hein, on est sur des vitesses très faibles et le fait que le flux soit descendant euh, prévient de ce phénomène-là, et donc il n'y a pas de problème, par exemple dans une salle de classe ou dans un bureau, à utiliser un brasseur d'air. Et le dernier point, ça fait du bruit, on va avoir une turbine au-dessus de la tête, on va avoir un hélicoptère, etc. Non, on le verra tout à l'heure un peu avec Benoît qui nous parlera d'acoustique, mais un brasseur d'air bien installé, récent et quasi inaudible aux vitesses usuelles de fonctionnement. Des idées reçues, il y en a d'autres, hein, et vous le verrez dans le site et dans le guide. On a d'ailleurs listé un peu plus largement les idées reçues sur les brasseurs d'air pour pouvoir leur tordre le cou. Prédimensionnement et calpinage. Donc là aussi,
En fait, l'impression qu'on a souvent, c'est que beaucoup de gens disent, oh, les brasseurs d'air, c'est simple, il y a qu'à, etc., il y a qu'à le mettre, etc. En fait, c'est pas simple du tout. Vous savez que il y a beaucoup de monde au plafond dans les bâtiments. Il y a des traitements acoustiques, il y a de l'éclairage, il y a des équipements techniques de type vidéoprojecteur, il y a parfois des panneaux rayonnants, il y a des différents équipements, donc, et notamment, et il y a aussi des éléments de structure. Et donc, le calpinage des brasseurs d'air, c'est vraiment un atelier spécifique où il faut qu'il y ait l'acousticien, l'ingénieur structure, l'architecte évidemment qui fait la synthèse harmonieuse de tout ça parce qu'il faut que ça soit que ça soit intégré à l'architecture. Et cet élément supplémentaire qui en plus est volumineux doit satisfaire un certain nombre de contraintes, c'est-à-dire l'équité de la répartition du flux, ne pas passer aussi devant l'éclairage pour pas faire d'effet stroboscopique. Donc c'est vraiment un vrai boulot. Donc il y a des règles de dimensionnement très très rapides. Il y a un tableau là, bon, qui vaut ce qu'il vaut, mais je vous conseille de pas trop vous inspirer là-dessus, mais de plutôt passer à la phase 2, qui est le pré-calpinage avec une méthode qu'on a définie, qui est un tableau Excel un petit peu sophistiqué. Et puis ça, c'est juste du pré-calpinage, parce qu'une fois qu'on se dit, bah, idéalement, le brasseur d'air, il faut qu'il soit là. Évidemment, le brasseur d'air, il faut qu'il se positionne. Si vous avez la bonne ou mauvaise idée de traiter votre acoustique au niveau du plafond par des dalles 60-60, il y a des solutions beaucoup plus performantes, économiques, etc., qui permettent en plus de gagner la hauteur sous plafond et de libérer l'inertie. Enfin, je ne vais pas trop m'éloigner là-dessus, mais eh bien, le brasseur d'air, il va falloir qu'il tombe bien par rapport à ce calpinage, etc. Donc, il y a vraiment. Mais il faut déjà commencer par dire, par le prépositionner. Et donc, c'est le petit outil qu'on a défini. D'abord, premièrement, il a été défini puisqu'on a travaillé aussi en bonne entente avec l'autre équipe qui a bossé sur le sujet de manière un petit peu plus expérimentale et scientifique, poussée notamment au niveau des mesures, l'équipe de Brise. On a appliqué dans ce petit outil de pré-calpinage les règles qui ont été établies au niveau du positionnement des brasseurs d'air, d'une part par rapport aux parois de l'espace à rafraîchir. Alors, quand on dit parois, c'est les parois de la zone utile. Typiquement, si vous avez une étagère ou si vous avez un endroit où il n'y a pas besoin de brasseur d'air, vous le définissez par la zone en vert qui est définie sur les petits schémas, c'est-à-dire la zone qui n'a pas besoin d'être brassée parce que c'est juste une zone de stockage. Et à partir de la zone libre qui est définie par le L2, alors le L2 d'ailleurs dans le graphique de gauche, celui du centre, il n'est pas bon, il est trop long, en fait, il doit couvrir que la zone à ventiler. Et là, vous calpinez votre brasseur d'air, donc en longueur et en largeur, d'une part avec un écartement de données des parois, qui est de l'ordre, une fois le diamètre du brasseur d'air, et un équipement entre les brasseurs d'air, qui est de l'ordre de 2,5 fois le diamètre des brasseurs d'air. Donc voilà, ça c'est les règles de calpinage qui ont été définies. Et puis une autre règle de calpinage vertical, donc pour laisser un minimum de hauteur libre de 30 cm sous le plafond, et une distance suffisamment basse pour que le flux du brasseur d'air soit utile. Donc en fonction de la hauteur sous plafond. Alors là, nous, les règles de calpinage qu'on a prédéfinies là-dessus, dans cet outil interactif, premièrement, sont limitées à des espaces de 100 mètres carrés, donc de 10 sur 10, mais vous pouvez à l'intérieur de ça faire toutes les variantes que vous voulez, 8 sur 9, 7 sur 6, etc. Et cet outil de pré-calpinage, là, Vincent le fait tourner, vous permet de positionner la distance des brasseurs d'air par rapport aux parois, longueur et largeur, et entre eux, avec donc ces règles que j'ai prédéfinies tout à l'heure. Et l'autre élément aussi qu'on a choisi là-dessus, mais évidemment, il faudra avec le temps, et puis effectivement le temps, on va dire, définir des règles un petit peu plus exhaustives, à la fois en termes de verticalité, notamment pour calpiner les brasseurs d'air dans des halles, des espaces très, très hauts, et le choix beaucoup plus large que celui qu'on a fait dans un premier temps, c'est-à-dire de se focaliser sur ce qui représente 90% du marché des brasseurs d'air, c'est-à-dire des modèles soit de 1,32 m, soit de 1,52 m, qui sont les dimensions d'ailleurs, enfin, qui viennent des pieds, puisque ce n'est pas des grandeurs exactes. Donc voilà, donc cet outil de prédimensionnement vous permet de prépositionner les brasseurs d'air les uns par rapport aux autres et par rapport aux parois, avec ces deux dimensions. Si vous voulez utiliser des brasseurs d'air de 1,80 m ou de 2 mètres, cet outil n'est pas fait pour ça, mais des outils pourront être développés par rapport à ça. Après, les principes sont extrêmement simples, hein. C'est simplement l'outil qui est là, fait un travail à partir d'un Excel qui prend en compte les dimensions des parois et les obligations d'écartement par rapport aux parois et entre brasseurs d'air. Mais je vous invite à l'utiliser. L'exemple que tu as mis là, c'est effectivement, Vincent, on prend une longueur et une largeur une largeur de 4 mètres, une longueur de 5 mètres.
Là, ça nous sort des résultats en rouge, ce qui veut dire que en fait, le diamètre des brasseurs d'air utilisés dans cette configuration-là conduit à un résultat qui n'est pas optimal. Il faudrait certainement utiliser des brasseurs d'air beaucoup plus importants. Lorsque le résultat est totalement satisfaisant, ils sont en vert. Prends un autre exemple, peut-être 7 sur 6 ou ce que tu veux, à gauche. Tu m'entends, Vincent? Oui, oui, je t'entends. Petit bug là. Ouais, en fait, il faut que L1 soit inférieur à L2. Voilà. Et je précise pendant l'essai là que cet outil, il est tout récent, hein, il sera en ligne dès que possible sur le site. Il ne l'est pas encore. Prends un exemple où on va sortir bien quand même. Bon, vous avez un problème de couleur au niveau des sorties. Moi, je ne vois pas bien les couleurs là. Donc, vous le comprenez, donc vous rentrez les longueurs et les largeurs, et donc la sortie, ça vous donne le positionnement du brasseur d'air par rapport moi, je vois tellement mal, par rapport à l'axe, l'entre-axe entre brasseur d'air et la distance par rapport à une paroi largeur et longueur. Je ne sais pas si c'est clair, mais moi, c'est tellement petit que j'arrive même pas à lire ce qu'il y a sur le, le, le tableau. Désolé par rapport à ça. Donc voilà. Vous avez compris le principe. Encore une fois, on sera là pour vous préciser si ce n'est pas clair pour vous une fois que vous l'aurez manipulé vous-même. Donc tout ça devant conduire à une prédéfinition de ce positionnement sur lequel on va positionner évidemment les exigences de l'éclairagiste, après avoir aussi pris en compte les exigences de l'ingénieur structure, qui aura parfois des poutres qui vont venir en travers, généralement en largeur, de l'espace. Ce travail-là est indispensable de manière très très amont et non pas en phase pro, parce que tout est lié. Et dans les démarches environnementales des bâtiments, vous savez que les équipes de conception travaillent très à l'amont et que parfois, ça nous est arrivé, la manière de porter, structurellement peut être influencée par des éléments d'ambiance, lumière naturelle, éclairage, pardon, lumière naturelle, brassage d'air, etc. Donc c'est vraiment important de faire ce travail de pré-calpinage très en amont dans le projet, de manière à pouvoir anticiper le positionnement de tout le monde. Là, vous avez deux exemples dans un bâtiment scolaire près de Marseille de calpinage de brasseur d'air. On peut dire que celui de droite, on n'a ni risque de balayage stroboscopique. Alors, on ne se prononce pas là-dessus sur la qualité des brasseurs d'air. C'est des modèles, des anciens modèles qui étaient à courant continu, qui sont en pâle métallique, on ne recommande pas ça, et qui avaient une efficacité relativement faible, parce que c'est un modèle à courant alternatif. Excusez-moi, je suis vraiment fatigué. Aujourd'hui, on préconise des brasseurs d'air à courant continu, qui consomment 60% de moins d'énergie, et des modèles qui n'ont pas des pales métalliques, pour plein de raisons de durabilité. Donc, sans donner un avis sur les modèles de brasseurs d'air, on trouve que la diapo à droite, elle est assez intéressante. On voit que les brasseurs d'air ont un espacement qui réfléchit. Pour nous, il est trop important. Et en tout cas, ils ne viennent pas perturber la fonctionnalité d'éclairage. On le voit mal sur la diapo de gauche, mais là, un brasseur d'air qui a un plan de rotation, il va se situer au-dessus des panneaux rayonnants. C'est-à-dire qu'il y a une partie du flux du brasseur d'air qui va pas servir au rafraîchissement des gamins, puisque le brasseur d'air va se situer euh, au-dessus d'une zone, il va pousser de l'air dans une zone où il n'y a personne. Voilà, donc c'est vraiment important de travailler sur ce calpinage-là. Donc voilà. On va revenir un peu, vous le verrez hein, dans le guide, c'est beaucoup plus détaillé, mais sur un point important sur la mise en œuvre des brasseurs d'air et qui peut générer quelques problématiques en confort d'usage, c'est les commandes. Effectivement, on a aujourd'hui, avec l'avènement des moteurs à courant continu, et mis à part un fabricant qui pour l'instant s'y est mis et les autres devraient suivre, on est sur des télécommandes radio la plupart du temps, et plus sur des commandes filaires. Donc c'est vrai que dans tous les locaux, bureaux ou dans le résidentiel où il y a un brasseur d'air par pièce, bon, ça peut faire l'affaire, sachant que souvent ces télécommandes on peut les accrocher. Quand on peut rester sur les commandes filaires et notamment pour tous les bâtiments tertiaires, c'est quand même préférable. On voulait aussi revenir ici sur le cas un peu particulier de salle de classe ou
finalement tous les locaux dans lesquels on va retrouver plus de 2 ou 3 brasseurs d'air. On va vouloir éviter d'avoir les commandes, a fortiori si c'est des télécommandes à pile qui peuvent se perdre à l'entrée de la salle pour des raisons esthétiques et on va préférer c'est vraiment la solution qui à la fois coûte le moins cher et la plus simple à mettre en œuvre et offre le plus de garanties aux usagers. C'est d'avoir à l'entrée de la salle un interrupteur simple qui repère les brasseurs d'air et qui permet de couper et de remettre l'alimentation de tous les brasseurs d'un seul coup. C'est beaucoup plus simple pour les usagers et on renvoie toutes les commandes individuelles dans un tableautin qui est généralement dans une salle de classe près du tableau du prof. Là, effectivement, c'est un exemple qu'ils ont utilisé des tableaux électriques, donc ça donne un rendu esthétique qui aurait pu être plus heureux, hein. On peut imaginer une simple boîte à clés ou quelque chose d'encastré avec une paroi de gaine, par exemple, pour rapporter les commandes individuelles à cet endroit-là. Si le professeur aussi a un problème sur un brasseur d'air, on a la possibilité d'intervenir individuellement, mais sinon, ils sont réglés en vitesse moyenne. Dans 99% des cas, ça convient très bien. Je rentre dans la salle, je l'allume, je ressors, je l'éteins. Autre sujet d'importance dès qu'on les met en œuvre dans des bâtiments tertiaires, en particulier tous les endroits où on va avoir des plénums, des faux plafonds, qui soient 60-60 ou pas. C'est comment les mettre en œuvre, comment faire en sorte d'avoir un résultat à la fois esthétique et de solidité. On va Une des techniques que l'on préconise, c'est de le fixer à travers des tiges filetées qui, elles, sont splittées dans la dalle au-dessus et qui permettent de régler finalement la hauteur du plénum au cas par cas d'une salle à l'autre. C'est ce qui coûte le moins cher, c'est ce qui va aussi le plus vite à installer. Vous voyez à droite là un exemple où là les tiges filetées reprennent une plaque d'OSB sur laquelle est fixé le brasseur. Et puis après, il y a tous les cas très classiques où si on est directement sur la dalle béton ou sur une poutre en bois, là, il y a pas de problème. Il y a généralement 2 vis pour les fixer. Et là, vous avez un exemple aussi de chaises, de prolongateurs vendus par des fabricants pour faire finalement ce rôle-là, mais ça coûte un peu plus cher et c'est moins finement réglable qu'une tige filetée sur laquelle on va pouvoir au millimètre bien caler le support par rapport à la hauteur du plénum. Et dans certains cas, si vous le fixez bien, c'est même le brasseur d'air qui pourra retenir le plafond en cas d'effondrement et vous permettre de quitter la pièce, comme on le voit sur cet exemple. Autre sujet lié aux commandes, c'est effectivement le raccordement électrique des brasseurs. Là, vous avez un extrait du guide qui s'adresse plutôt au domaine résidentiel où on va avoir finalement 2 cas. L'un où on a un point lumineux central avec une alimentation qui arrive dans la pièce et on va la plupart du temps, à raison, se connecter sur ce point lumineux, et l'autre où on n'a pas d'alimentation électrique, où il faut la créer, où là, effectivement, on peut l'amener soit en passant par le plénum quand il y en a un, ou le faux plafond, soit une goulotte, soit de manière souvent plus heureuse, comme vous le voyez là sur l'exemple, avec un câble volant attaché de point en point dans des bureaux dans lesquels il y avait des locataires qui voulaient à la fois mettre des brasseurs d'air, mais pas avoir trop d'impact sur le plafond existant. Un autre point important sur lequel on revient dans le guide et en particulier dans les fiches d'application, c'est que faire à chaque étape du projet et en tant que maître d'œuvre ou en tant que maître d'ouvrage, il y a vraiment une série de points qui, à chaque étape, devront être apportés par les concepteurs. Une réponse devrait être apportée, une réponse graduelle en fonction de la phase dans laquelle on se trouve. Ça va effectivement de les dénombrer à la base de ratios, de vérifier les compatibilités de hauteur et la présence sur les perspectives au moment du concours, voir si le concours a donné lieu à des calculs, tout ça, à les intégrer. Après, au moment de l'AVP, c'est là qu'on va retrouver le vrai atelier de calpinage dont parlait Robert tout à l'heure
et où on va rentrer un peu dans le dur sur effectivement les commandes, le dénombrement précis, un premier calpinage sur tous les locaux types, une intégration détaillée au chiffrage aussi. Donc, vous aurez la liste pour chaque phase de projet de ce qu'il faut faire pour être sûr de ne pas manquer une étape et de ne pas se retrouver en chantier avec ensuite des problématiques de mise en œuvre, par exemple. Au niveau du Pro DCE, ça va être bien sûr l'intégration de toutes les exigences dans le CCTP. On vous a fourni aussi dans le guide des règles, des préconisations. L'idéal est quand même d'adapter au projet à chaque fois, notamment au type de pose, au type de brasseur pressenti. Et là-dessus, l'impact visuel, architectural est prépondérant aussi. Donc, en fonction des choix, du type de matériaux pour les pales, etc., il faut rentrer dans ce détail-là. C'est vrai que le risque avec les brasseurs, c'est qu'on retrouve à peu près à tous les prix, tous les types de brasseurs, parfois très inefficaces, et on voit arriver des brasseurs vraiment, vraiment très peu chers. Donc c'est important de bien border les CCTP sur ce point-là. En exé, dans les OPR, nous, on conseille systématiquement la mise en œuvre d'un local témoin. Ça permet souvent, pour ces techniques qui sont méconnues, des entreprises qui souvent les maîtrisent pas, c'est la première fois qu'elles le mettent en œuvre. Partir sur un local témoin, ça a vraiment très souvent sauvé des chantiers. Et puis ensuite, sur le suivi de fonctionnement, effectivement, il faut régulièrement expliquer, être sûr qu'il tourne dans le bon sens. C'est un détail, mais j'ai visité un lycée l'autre jour dans lequel on me disait ouais, je suis pas convaincu, ça marche pas super. Et en fait, ils étaient tous, absolument tous, sur 10 salles de classe. Ils tournaient dans le mauvais sens. Donc effectivement, on sentait de l'air, mais qui était pas c'était pas flagrant. Donc tout ça, c'est nécessaire en suivi de fonctionnement de l'expliquer, de le contrôler. Un point important aussi en tant qu'AMO, quand vous intervenez sur des projets et que on suppose que les brasseurs d'air vont être une solution pour assurer le confort des occupants, euh, vous devrez vous pencher sur la manière dont les brasseurs d'air vont être intégrés au calcul et notamment la manière dont leur efficacité va être jugée. Là-dessus, vous aurez le cahier des charges STD de BDM, par exemple, ou l'appel à projet recherche BRAS qui s'est beaucoup penché sur le sujet. Ce seront des choix, des sources de données intéressantes pour ça. Vous pourrez aussi aller voir l'outil de Berkeley qui est intéressant, qui permet de tester, alors surtout pour l'HRAE. Et vous voyez, là, j'ai noté quelques techniques de prise en compte dans le calcul qui demandent systématiquement un post-traitement. Quasiment aujourd'hui, les logiciels s'y mettent, mais c'est souvent dur d'avoir des zooms précis et de faire exactement ce qu'on veut avec les résultats de la simulation thermique dynamique. Mais effectivement, entre l'abattement de 2 degrés à toutes les températures intérieures, comme on pouvait le faire de manière très, très courante il y a encore quelques temps, et l'utilisation de la NF EN16 798 ou Givoni dont parlait Robert. Chaque méthode a ses avantages, ses inconvénients et surtout ses domaines d'application. Donc, c'est vraiment très important de se pencher là-dessus pour demander une prise en compte dans les calculs de l'effet du brasseur d'air suivant une technique adaptée et au climat et au type de local visé. Je laisse la parole à Laurent maintenant pour quelques éléments économiques. Oui, alors combien coûte un brasseur d'air, évidemment, c'est une question qu'on va se poser, que vous devez vous poser en tant que prescripteur ou maître d'ouvrage. Donc, les prix sont relativement variables. Encore une fois, comme l'a dit Vincent, il faut bien sûr bien contrôler les prescriptions qui ont été insérées dans le projet. Pour traiter une salle de classe type de 50 mètres carrés, vous allez voir qu'on est sur des coûts d'investissement qui sont relativement modiques, évidemment, qui sont sans commune mesure avec une installation de climatisation. En Guadeloupe, on est même arrivé, grâce aux aides d'EDF, la prime de Agir Plus,
On est même arrivé à faire en sorte que le coût de l'installation soit totalement pris en charge, hein. Donc, effectivement, il faut contrôler ces prix. Il faut que lors de l'estimatif, ce prix soit bien encadré, soit par l'économiste du bâtiment, soit par le bureau d'études fluides, de manière à éviter les surprises, hein, notamment à l'ouverture des plis. Forcément, quand on est sur un lot un petit peu nouveau, sur un offre, les entreprises parfois ont tendance à gonfler un petit peu les prix. Donc, on doit rester sur des enveloppes relativement raisonnables. Sachant Et que le montage gonfler d'un les prix, brasseur, ouais. Gonfler les prix ouais, de bonne foi, c'est-à-dire que comme ils ne savent pas le temps que ça va leur prendre de le monter, on voit très souvent l'explosion des coûts de pause sur les chantiers. Et ça, c'est vrai qu'il faut le déminer, soit au moment du sourcing, soit y compris dans le CCTP en expliquant, en dédramatisant le temps de pause de ces équipes. C'est important de dire. Excusez-moi, juste, j'interviens. Il reste 15 minutes à peu près. Il vous On reste va à y peu arriver. près 15 minutes pour terminer. Je vous laisse, je vous le dis juste pour que vous puissiez gérer votre temps. Ok, Continuez, merci. continuez. Bon, On vas-y, va Laurent, peut-être. sur le coût global. oui, donc évidemment, on incite chacun à raisonner en coût global. Alors, si on fait l'hypothèse que le coût évité, c'est celui de la climatisation, ben, pour l'utilisateur, vous voyez que évidemment, les gains sont très, très significatifs, hein. On va parler de quelques centaines d'euros sur un coût global sur 10 ans pour un brasseur d'air et plutôt quelques milliers d'euros pour un climatiseur, hein, qui va traiter la même pièce. Sachant que ben, dans ce raisonnement en coût global, là, on est à la fois sur un investissement qui est plus faible et évidemment des coûts d'exploitation qui sont quasiment nuls ou très, très faibles. C'est important de préciser aussi qu'il y a des externalités autour de tout ça, on ne les a pas listées. Mais le brasseur d'air a des avantages qui, quelque part, se retrouvent aussi dans le coût qui parfois est plus sociétal que spécifique au projet, notamment les éléments de santé. Encore une fois, une climatisation, a fortiori une climatisation mal entretenue, brasse en véhicule en continu des microbes et des densités pathologiques qui sont importantes, alors que les brasseurs d'air étant associés à l'ouverture d'ouvrants permettent aussi sur le plan sanitaire d'être quelque chose de plus performant. Il y a d'autres avantages, d'autres externalités, des externalités d'ordre pédagogique, encore une fois, le fait de ne pas être tributaire de l'équipement de climatisation. D'autres avantages socio-économiques aussi, c'est que les brasseurs d'air ont un potentiel, même s'ils ne sont pas tous fabriqués en Europe, d'être fabriqués sur des circuits un petit peu plus courts que tout ce qui est climatisation, qui sont essentiellement fabriqués dans des conditions écologiques et sociales différentes de ce qu'on a en Europe, notamment dans les pays d'Asie du Sud-Est. Donc il y a d'autres raisons économiques au-delà de l'aspect coût global financier direct qui sont à l'avantage de cette technologie low-tech des brasseurs d'air. On a oublié de dire tout à l'heure, version courte, il va sans dire que les brasseurs d'air ne sont qu'un élément complémentaire à une stratégie globale de confort d'été. On a parlé de ventilation naturelle, on n'a pas assez parlé de protection solaire ni d'inertie. C'est quelqu'un présent à ce Zoom qui m'y fait penser. Évidemment, tout ça, c'est important de traiter l'architecture d'abord et le brasseur d'air vient un élément de complément. Voilà, pardon, c'était trop long. Deux mots Et pour essayer juste aussi, de pardon, rattraper. Oui. aussi pour les climats tropicaux que les brasseurs d'air ont un grand avantage en matière Moustique. d'externalité. C'est un assez bon outil pour lutter contre les moustiques. C'est vrai. Mais ça marche aussi à Marseille, hein. Plus besoin de moustiquaires si vous dormez sous un brasseur d'air. C'est un Oui, truc. puis Et on le dit pas assez. on a les moustiques même à Lyon, maintenant partout. Ouais. Donc voilà, donc c'est pas. Alors sur la RE 2020 maintenant depuis peu, donc la RE 2020 intègre les brasseurs d'air, ils sont plutôt bien valorisés. Là, vous avez l'exemple, on va aller très vite, hein, de logement du collectif à Marseille, plutôt très isolé, très bien protégé de l'ensoleillement, etc., connecté au réseau de chaleur urbain Massileo. On voit que les brasseurs d'air seuls, toutes choses égales par ailleurs, font gagner entre 2 et 3% de CEP à leur mise en œuvre, simplement parce qu'ils annulent des consommations de clim fictives que prend la RE 2020, y compris dans les logements pas climatisés. Et c'est aujourd'hui, à mon avis,
La solution, je ne connais pas d'autres solutions qui, pour le coût modique de mise en œuvre de brasseurs d'air dans des logements, permet de gagner autant sur les CEP RE 2020, c'est à noter. Et là, c'est des tests sur des logements climatisés. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'on fera remonter pour les évolutions de la norme. Mais par contre, dans le cas de logements climatisés, le brasseur d'air n'a plus d'effet. Et c'est dommage parce qu'un fonctionnement couplé pourrait être aussi possible. Et je laisse la parole à Benoît sur l'acoustique, donc qui est architecte et acousticien et qui a travaillé avec nous sur ce guide sur tous les aspects acoustiques. Merci. Alors, je vais essayer d'être rapide aussi. Un petit point sur les différentes valeurs qui marquent le confort et la réglementation en acoustique. En acoustique, donc, le seuil audible est autour de 0 dB. Le chuchotement, on considère que c'est à peu près 30 dB. Un frigo, ça serait 40 décibels. Pour avoir un ordre de grandeur, les fournisseurs nous ont fourni à peu près des niveaux d'émissions qui sont autour de 27 dB en niveau minimal. Et ça, c'est de la puissance. J'expliquerai un peu plus tard ce que ça veut dire. Les arrêtés, eux, limitent le bruit de l'équipement pour les chambres à autour de 35 décibels et dans l'habitat à 40 décibels. Donc voilà, ça c'était pour les ordres de grandeur. Donc j'en parlais tout à l'heure, la différence entre la pression et la puissance acoustique. La puissance, donc, c'est le niveau sonore qui est à l'émission du ventilateur, et la pression qui est mesurée, c'est la pression mesurée au niveau du récepteur. Entre les deux, il y a le volume qui intervient, la distance entre l'émission et la réception, et bien sûr la qualité des parois, l'absorption des parois. Donc, on peut intervenir dans la conception quand on a un ventilateur qui émet en niveau maximal 40 décibels. On peut intervenir sur ces 3 paramètres pour que la perception soit limitée. Donc, un petit mot, la mesure de la puissance, elle est bien sûr normée par une méthode qui est très précise. Le niveau de pression qui est mesuré, lui aussi, est réglementé, on l'a vu tout à l'heure, par les arrêtés. Voilà. Et des fois, là où il peut y avoir un doute, c'est la manière dont était mesuré le niveau sonore en puissance par les fournisseurs. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Alors, pardon, non, il y en a peut-être une avant, normalement. Ouais. Alors, les différents niveaux de bruit, l'origine des bruits d'un ventilateur, elle peut être de plusieurs sources. Alors, le moteur peut produire un bruit par son mécanisme électromagnétique. Donc, ça, c'est géré par le fournisseur et c'est très bien maîtrisé. Et le niveau de bruit est très limité. D'origine mécanique, alors ça serait la mécanique interne du moteur et un déséquilibre pourrait causer le balancement du balourd et donc un bruit qui se diffuserait en solidien ensuite dans la structure. Donc ça, c'est plutôt, on pourrait intervenir au niveau de la pose. Comme souvent en acoustique, la limitation la propagation du bruit, elle se fait dès la pose et par la qualité de sa pose. Et enfin, le troisième paramètre, ça serait le bruit d'origine aérolique. Là, c'est le frottement de l'air avec les pales. Là, il y a peu d'actions possibles. Voilà. Ce qu'on peut noter, c'est quand même que le nombre de pales d'un ventilateur agit sur la fréquence qui sera émise. Donc, la fréquence sera importante si le nombre de pales augmente. C'est-à-dire qu'on aura un son un peu plus aigu avec beaucoup de pales dans le ventilateur. Et enfin, une dernière diapositive pour synthétiser un petit peu. Le niveau de bruit, on peut y intervenir surtout par la pose du ventilateur, la manière dont le ventilateur est posé sur la structure. Comme souvent d'ailleurs en acoustique, pas que dans le domaine de la correction, mais aussi dans le domaine de l'isolation. La limitation de la propagation se fait surtout par la manière dont est posé le matériau. Donc voilà, dans l'exemple qu'on voit là sur la photo de gauche, on pourrait reprendre un peu le déroulé de tout à l'heure, c'est-à-dire que pour pouvoir agir sur la propagation du bruit du ventilateur, on serait capable d'intervenir soit sur le volume de la pièce,
soit sur la qualité des matériaux en cherchant à trouver de l'absorption, des panneaux suspendus par exemple, ou éventuellement même par dans la géométrie de la pièce, on aurait pour un même niveau d'émission de ventilateur la capacité de diminuer la perception en réception. Voilà. Peut-être Laurent. Donc, à nouveau, je rappelle donc notre guide, là, il est disponible sur le site guide-brise.org. Pour tous ceux qui voulaient savoir l'explication de l'acronyme BRISE, hein, vous l'avez à l'écran. Brasseur, recommandation, information, sensibilisation, expérience. On l'a publié donc en 2023. Il est également disponible en ligne sur une plateforme de ressources qui s'appelle Pergola. Il est dédié pour les territoires ultramarins. Et donc, on va, je le disais tout à l'heure, compléter le site en ligne avec un certain nombre d'outils, notamment l'outil de calpinage dont on a parlé tout à l'heure, et également des fiches d'application qui viendront détailler donc, les prescriptions pour chacun des espaces et personnaliser un petit peu selon les espaces. Donc, on a prévu de faire une dizaine de ces fiches d'application qui sont illustrées également par des installations à titre d'exemple. Et on y mettra aussi très prochainement des petites vidéos, interviews de maîtres d'ouvrage, d'installateurs, de fabricants, de brasseurs aussi. Alors, dans les 2 minutes qui nous restent là, peut-être parler d'un petit bilan là, sur la Guadeloupe, par exemple. Je l'ai évoqué tout à l'heure. EDF a lancé donc l'offre brasseur d'air éligible à cette prime Agir Plus. Et donc, les résultats sont assez significatifs, hein, puisque environ 80 000 brasseurs d'air ont été installés en 2022, essentiellement auprès de la cible résidentielle. Et la CRE vient de publier un bilan de ses actions de MDE dans les zones non interconnectées, donc en Outre-mer, qui montre que le brasseur d'air, notamment en Guadeloupe, mais également à La Réunion, qui étaient les 2 territoires un petit peu pilotes sur l'offre brasseur d'air, on voit que sur le bilan de la CRE, là, le brasseur d'air génère des économies qui sont très, très significatives, hein, qui sont évaluées pour l'année 2022 en Guadeloupe à 50 gigawattheures par an, ce qui est relativement considérable. On a très peu parlé brasseur d'air à la COP 28. Juste 1 minute pour parler de 2 retours d'expérience. On essaie de faire beaucoup de retours d'expérience et c'est vrai que les excellentes conférences Bâti-Frais chaque année souvent alimentent ces retours d'expérience. Et il y a 2 bâtiments. Le premier, c'est un bâtiment des architectes Ostraka sur la Tour du Vala, donc un bâtiment, un centre de recherche, des bureaux où on a des retours d'usage, c'est-à-dire des retours de perception. Mais la diapo d'avant, on a fait des interviews sans tricher. On a demandé aux gens, dans le cadre de la réhabilitation globale, c'est un bâtiment qui est sans climatisation, qui était un bâtiment, disons, standard des années 50, qu'on a protégé du soleil, qu'on a isolé, qu'on a, etc., rendu traversant, tous les fondamentaux de la quadrilogie des stratégies de confort d'été, et avec le brasseur d'air. Et donc, on a des retours sur les usagers. Donc voilà, vous pourrez les lire à votre guise, c'est très long, mais c'est un outil qui est très très bien perçu. On a d'autres exemples, notamment les diapos d'après. Voilà. Les brasseurs d'air, c'est important de dire qu'ils sont souvent majoritairement utilisés en vitesse assez faible. Il y en a très peu qui les utilisent en grande vitesse. D'ailleurs, dans les bureaux où il y a 2 personnes, c'est souvent le conflit entre celui qui craint le plus la chaleur, qui a envie de mettre la vitesse 5. Et donc, il faut essayer, évidemment, dans le calpinage aussi, de tenir compte de l'occupation. Et deuxième retour d'expérience, donc avec l'agence Techné à Lyon. Donc, c'est une des premières écoles en France qu'on faisait avec des brasseurs d'air. C'est un bâtiment qui a été livré il y a une dizaine d'années, avec des retours d'usagers aussi très positifs, alors que d'abord, ces tests ont été faits, ces enquêtes ont été faites, je ne l'ai pas mentionné là, mais en pleine canicule il y a 2 ans, donc au moment où il faisait très très chaud, mais une perception extrêmement positive, c'est l'élément le plus positif du confort d'été. Et aussi, c'est important que je le dise, parce que c'est assez le genre de découverte assez riche dans nos métiers, une très bonne appropriation des brasseurs d'air par le personnel de service, qui s'en servait évidemment non seulement en confort d'été, parce que c'est des gens qui bougent beaucoup et qui
on dégage de la chaleur, mais aussi en hiver, l'utilisation des brasseurs d'air est à utiliser pour augmenter la vitesse de séchage des planchers une fois qu'ils avaient mouillé pour les. Et donc, nous, on aime beaucoup ce genre de découverte très émouvante de l'appropriation par un usager. Donc, voilà. Mais merci de votre attention là-dessus. Désolé, en tout cas, en ce qui me concerne, d'avoir été aussi verbeux et aussi peu clair, mais heureusement que mes collègues ont compensé mon absence de clarté. Merci. On a presque On tenu est les là délais. pour les Merci questions. à tous. Oui. Voilà, on a dépassé de 2 minutes. Non, On on a attend vos dépassé de questions. 2 minutes, mais en comptant l'introduction, on est dans les temps. Merci Robert. Merci à vous quatre d'ailleurs. Il y a plusieurs questions dans le chat. Je vais laisser la parole à Carlos, du coup, qui va prendre la suite. Pour répondre juste à certaines questions concernant la demande de diffusion des liens qui étaient présents dans la présentation, je les mettrai, moi, dans l'environ boîte et vous en serez donc informés. Voilà, vous en serez informés tous les inscrits à ce webinaire. Carlos, je te laisse la parole. Oui, merci. Donc, il y a eu pas mal de questions. J'essaie de les regrouper par thème. On peut commencer par une question de Lionel Bauvry. En ERP, les brasseurs d'air sont-ils soumis aux exigences d'urgence et sont-ils soumis aux exigences d'asservissement et des enfumages selon DF3 et 5? Donc, je laisse aussi M. Bauvry compléter au besoin. Oui, c'est vrai. Là-dessus, il me semble que lors du webinaire Brass, ils en avaient parlé. Je crois qu'il n'y a pas de règles super claires. Il faudrait qu'on revienne vers vous là-dessus. J'ai oublié ce qu'avait dit justement. Ce dont je me souviens, c'est que dans certains pays où leur mise en œuvre est plus courante, notamment aux États-Unis, c'est très bien cadré. Ici, ça l'est un peu moins, mais peut-être que si, je ne sais pas A priori, il doit y si avoir une Fred coupure des ou brasseurs Tanguy sont d'air. là, ils peuvent peut-être compléter par écrit. A priori, effectivement, les brasseurs d'air doivent être envoyés en coupure, effectivement, quand on est en fonction des enfumages. Effectivement, il ne faut pas qu'ils fassent redescendre qu'ils empêchent la fumée de se diffuser. Mais je ne connais pas la règle précise actuellement en fonction des catégories d'établissements là-dessus. On devrait, mais moi, je ne peux pas répondre clairement. C'est pas défini par la réglementation ERP, donc c'est pour ça que je me permettais de Mais poser la question. voilà. Mais le principe, c'est ça, c'est qu'ils ne s'opposent pas des enfumages là-dessus. Donc, bon, Ok. Très il bien. il faut quand même l'anticiper, donner la possibilité d'anticiper. Ensuite, j'ai deux questions qui portent sur les brasseurs d'air Sampal, donc je vous les lis d'affilée et puis je vous laisse répondre. Une question de Laurence Crapati. Quel est les retours d'expérience des brasseurs d'air Sampal en groupe scolaire et la confirmation qu'ils apportent un bénéfice en matière de confort d'été? Et la deuxième question, c'est Ondine Roubi. Quid des brasseurs d'air Sampal qui pourraient être intéressants par rapport au risque de dégradation dans les établissements d'enseignement? Là-dessus, on peut être très clair. Effectivement, des brasseurs d'air sans pales sont apparus sur le marché. Ils peuvent paraître intéressants pour ces questions de dégradation, mais alors qu'ils ne le sont pas vraiment. C'est-à-dire qu'on ne constate pas, nous, de dégradation dans les établissements scolaires, collèges ou lycées massives, ou en tout cas plus que un BAES de temps en temps ou un luminaire. Donc c'est un peu un faux problème. Et les brasseurs d'air sans pales, aujourd'hui, qui sont sur le marché, concrètement, ils consomment en moyenne 2 fois plus que les brasseurs d'air avec pales. Ils génèrent des vitesses d'air beaucoup moins élevées, donc c'est beaucoup moins efficace. Et en termes de durabilité, on n'est pas convaincu aussi que ça dure aussi longtemps. On est même convaincu du contraire. Et enfin, ça coûte 3 à 5 fois plus cher. Donc ça fait beaucoup d'écueils, à mon avis, pour pas considérer ces modèles-là aujourd'hui. Et un petit peu comme un avion sans pale, hein, ça marche beaucoup moins bien. Ok, bon, je pense qu'on a une réponse assez claire. On est désolé, mais on est assez dur là-dessus, hein, sur le fait que voilà, quoi, on s'éloigne du principe de base. Pour avoir une vitesse d'air qui est le service rendu, c'est plus efficace énergétiquement de le pousser que d'essayer de l'aspirer, puisqu'on va générer de nombreuses pertes de charge ici et là, et donc de la consommation d'énergie, avec un abaissement du service rendu. On en est extrêmement désolé, parce qu'ils sont très beaux, hein. Je pense qu'on peut passer à une question de Stéphane Gosmat. Ça porte sur les aides. Donc, les brasseurs d'air vont être inclus dans les aides MaPrimeRénov'. Je
pas si vous avez la question ou des pistes pour répondre à cette question. Non. En tout cas, je ne sais pas si ça va être le cas. C'est une question, je ne sais pas si ça va être le cas ou pas. Je n'ai pas vu passer l'info. D'accord. Bonjour. Outre-mer, les brasseurs sont aidés dans ce qu'on appelle le cadre de compensation, hein, qui valorise les primes EDF notamment. En revanche, pour l'Hexagone, bah oui, il faudrait qu'on creuse un petit peu la question de s'il sera intégré aux aides de MaPrimeRénov'. Et j'espère que tout le monde a bien perçu le retour d'expérience que nous a fait Laurent sur l'efficacité mesurée à une échelle territoriale, en l'occurrence la Guadeloupe, de l'importance, de l'impact global en termes énergétiques et donc CO2, parce qu'il faut savoir que l'essentiel de la production énergétique, ou une grande majorité, est faite avec des énergies carbonées en Guadeloupe. Donc l'efficience globale, massive, quand on commence à avoir une diffusion forte. Donc ça serait quand même dommage qu'au moment où la clim se développe à toute berzingue, que cet outil-là, qui a montré son efficacité dans des climats beaucoup plus durs, ne puisse pas trouver ses lettres de noblesse, et par conséquent être accompagné par la prime Rénov'. Et aujourd'hui, je ne suis pas certain. Il y a toujours une longue inertie entre les technologies qui prouvent leur efficacité, leur mise en œuvre, quand elles rentrent par la petite porte. On a, Robert, Pardon. on a quelqu'un de l'ANA qui est Oui, j'ai en vu. mesure de répondre à cette question. On va lui Super. laisser la parole. Merci, Lana, d'être là. Quentin, Bonjour. peut-être que... Oui. Oui, Bonjour. bonjour, merci beaucoup de me donner la parole. Donc effectivement, je prends bien bonne note déjà de votre travail, c'est vraiment très intéressant. C'est vrai que bon, nous, on a fait un point avec pas mal d'interlocuteurs, dont d'Environ Pirate BDM. Donc là, je confirme effectivement que les brasseurs d'air seront donc éligibles dans le parcours accompagné, uniquement, pas en geste, pour des questions. Alors nous, pour être tout à fait transparent, parce que enfin, voilà, effectivement, beaucoup de choses montrent qu'il faut le promouvoir ce genre de système-là. Nous, on a quand même des difficultés à avoir des éléments techniques et des critères techniques qui soient soit une norme ou une étiquette énergie ou quoi que ce soit pour faire de l'instruction facilitée ou quoi que ce soit. Donc ça, je le dis, parce que là, il y a peut-être pas mal de personnes qui pourront entendre ce message-là, que nous, on aura besoin d'avoir quelque chose de peut-être plus simple en termes d'instruction pour pouvoir le voir et le standardiser un petit peu aussi, et aider aussi les particuliers à retrouver voilà. Mais du coup, donc effectivement, on prendra bien ça dans le parcours accompagné. Donc ça, on pourra. On réfléchit à l'étendre après sur les autres dispositifs ANA. Et, pour l'instant, je ne m'avance pas sur les critères techniques car les arrêtés ne sont pas sortis, mais ils sortent d'ici 1 à 2 semaines. Donc vous pourrez regarder ça dans le critère arrêté technique MaPrimeRénov'. Ok, Voilà. sur ces questions de critères techniques, pour vous permettre de bien Effe- cadrer l'emploi, effectivement, vous pouvez vous appuyer sur l'expérience maintenant de 2-3 ans de la Réunion et des Antilles et d'EDF qui a cherché à caractériser, on y a un peu travaillé avec eux, des performances justement pour cadrer la diffusion de brasseurs d'air sur des modèles performants. Donc on pourra vous donner les contacts, mais je pense Hmm. que EDF Guadeloupe et EDF Réunion pourraient, pour commencer, être une porte d'entrée intéressante pour vous pour fixer ces critères techniques. Oui, tout à fait. Ouais. Merci beaucoup. Non, en tout cas, c'est super que l'ANA s'y intéresse. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Bon, merci en tout cas à l'ANA de donner cette réponse. Peut-être qu'on peut passer à une suivante de Nicolas au sujet de la Attends, RE Carlos, il y 2020. a quelqu'un qui Oui, lève la main. Est-ce que oui. monsieur... euh, Allez-y, vous aviez une question? J'avais surtout une remarque. Bonjour, je suis Patrice Wolf. J'ai eu l'occasion de participer aussi au document de préparation. Juste une remarque, on a beaucoup évoqué le brasseur d'air seul. Je voudrais attirer votre attention sur les bâtiments existants qui sont climatisés. Il y a une étude très intéressante qui a été faite par l'Université de Berkeley au mois de septembre, qui montre qu'on arrive à une réduction de 32% de la consommation des clims en mettant des brasseurs d'air. C'est énorme comme chiffre. Donc c'est dans l'existant. J'ai mis le lien dans le chat pour ceux qui veulent lire l'étude. Et c'est un point qui est très important pour générer des économies d'énergie dans des bâtiments existants. Alors, ça, c'est un point qu'on n'a Existant pas. neuf, oui, on n'en a pas Ouais, trop c'est parlé, un mais point qu'on a effectivement, développé. C'est vrai que effectivement, il faut mener la contre-offensive, on va dire, dans ce domaine-là. Installer des brasseurs d'air permet deux choses. D'une part, d'augmenter la température de consigne, donc de moins solliciter le climatiseur, puisqu'il a moins à déshumidifier, il a moins à rafraîchir en sensible.
Et tout ça pour un confort qui est compensé par les vitesses d'air qu'on génère. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et plus évidemment on a plus le bâtiment est bioclimatisé, plus il a un potentiel de minimiser les apports thermiques, etc., et de les évacuer, plus le brasseur d'air va parfois être mis en route alors que la clim n'est pas mise en route. Et donc, nous, dans les bâtiments qu'on nous demande de climatiser, donc je parle du fin fond de la Guyane, dans des bureaux très exigeants au niveau normatif, etc., on met quand même des brasseurs d'air parce qu'il y a des gens qui sont capables, une grande partie de l'année, une grande partie de la journée, de fonctionner avec le brasseur d'air sans le climatiseur. Donc, merci pour la remarque sur les 32%, mais on pense qu'il y a pas mal de cas où cette économie peut être plus importante. Au-delà du fait aussi que si on le prévoit à la conception, on peut sous-dimensionner la puissance du climatiseur. Par Oui, conséquent, vous une année verrez dans économique. l'étude, il parle aussi du phénomène d'overcooling qu'on voit souvent dans les bureaux Tout à fait. climatisés, où il y a Tout à plein de fait. gens qui ont trop froid. Et ça Tout à fait. supprime ce problème. Tout à fait. Tout à fait. Donc, il y a vraiment, non, c'est important de le rappeler, on n'a pas assez développé parce qu'on n'a pas fait, il y a très peu de mesures. Il y a celle de Berkeley, mais il y en a très peu. Il faudrait les européaniser, mais il y a beaucoup de travail à faire autour de ça, et notamment en réhabilitation. C'est une très bonne idée. La réhabilitation de brasseurs d'air, c'est assez difficile parce que si on n'a pas calpiné au départ, c'est pas évident d'amener de la filerie au centre des pièces, tout ça, mais on va dire que c'est un détail. Mais merci de la remarque. Et vous avez tout à fait raison. J'ajoute que c'est un sujet qu'on va essayer d'approfondir dans le cadre d'un nouveau projet financé par Ombré, avec nos confrères de la Réunion, du bureau d'études Le Réunion notamment, et le projet s'appelle Colibri. Et on va mesurer effectivement les gains significatifs dans le cadre de coupage sur l'espace climatisé. Peut-être qu'il y a Carlos, peut-être une Jean-Pascal question d'après. Schaeffer, parce que j'ai vu qu'il y a eu pas mal de commentaires dans le chat. Oui, je voulais juste, Rapidement. je voulais juste apporter un élément, un petit élément de nuance, sans compter le fond, hein, qui est bien documenté, mais sur les appareils sans pales, on connaît un peu le sujet et les retours d'expérience vraiment opérationnels qu'on a, et je parle aussi de chez moi, puisque je suis équipé, donc en logement, ça fonctionne tout à fait bien et de façon satisfaisante. Ça, c'est le premier élément, parce qu'en fait, on va utiliser la force des murs pour renvoyer de l'air dans toute la pièce et ça marche vraiment bien. Ça marche également très bien en couplage avec de la clim. Voilà. Donc ça, je voulais quand même préciser ça parce que je pense que ça serait dommage on se dise, bon voilà, il n'y a absolument aucune place pour les brasseurs d'air sans pales. Et là où effectivement je souscris à l'observation faite par Vincent, c'est qu'évidemment, on est sur des produits qui, du fait de leur spécificité, de leur petite série, coûtent effectivement plus cher. Voilà. Mais pour le reste, ils ont quand même pas mal d'avantages et notamment en Destrade, c'est un outil dont on voit l'efficacité, vraiment, vraiment, et y compris des plafonds cathédrales, tout ça. Mais voilà, Bon, juste petite information. Mais merci ça pour fait de l'air, cette, mais à la question, est-ce que c'est à privilégier pour nous? Pas du tout, parce que ça en fait moins, ça coûte plus cher et ça consomme plus. Mais bien sûr que ça remplit quand même son office, il n'y a pas de Oui, problème, Non, Pascal. voilà. Et j'ai déjà eu l'occasion de te le non, dire. mais En, par rapport à ça, en toute amitié, moi, vraiment, j'égratigne un peu, mais c'est une dead end, quoi. Pour moi, c'est franchement, couper du beurre avec une tronçonneuse, ça fonctionne, mais bon, il y a quand même à lancer le couteau, quoi. Je dis ça en toute amitié parce que c'est très design, c'est très beau, etc. Je ne sais pas ce que c'est que la force des murs pour moi. Je ne sais pas ce que c'est sur le plan physique. bah, Donc, nous, je d'accord, veux dire, justement, la c'est question, intéressant que tu le connaisses parce que non, mais peut-être que je vais reprendre un non, mais peu ça, la moi, parole, je pardon. dis, ça marche un peu, c'est cher. Voilà. sur lequel, effectivement, il y a des a priori qui n'ont pas été étayés par de l'étude et de la mesure. Non, Donc, mais faisons Robert, des mesures, effectivement. en toute amitié aussi, quand tu veux, on se prend un moment, tu viens chez moi, je te montre un petit peu comment ça se passe, et après, tu repars avec l'avis que tu veux, mais au moins que tu vois le produit en vrai. Parce que là, moi, j'ai un peu le sentiment qu'on est sur des positions qui sont en grande partie légitimes, hein, sur la performance des brasseurs d'Arapal, ça, je ne les conteste pas. Moi, Voilà. je suis désolé, Jean-Pascal, mais je vais devoir Tout te à fait. couper. Je suis désolé, vraiment. Parce Merci, qu'on ne va Carlos. pas monopoliser les débats. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas eu Pardon. une réponse à sa question et peut-être qu'on pourra échanger plus largement sur ce sujet sur un autre moment. Donc, je reprends un peu la parole. Justement, on a parlé des stratifications et cette notion de confort d'hiver. Il y a une question de Nicolas au tout début qui a été posée sur, oui, qu'on parle bien de confort d'été, mais puis de la confort d'hiver et notamment en RE 2020. Est-ce qu'il y a
que cela est pris en compte et dans quelle forme? Je vais dire, est-ce que dans la RE 2020, les gains potentiels de déstratification du brasseur d'air seraient pris en compte pour l'hiver? Moi, je la comprends comme ça. Peut-être que Nicolas, s'il est Il me là, il semble pas, pourrait, non. Bah, alors que pendant longtemps, hein, notamment via les fiches de certificats d'économie d'énergie, le brasseur d'air n'était valorisé que pour son potentiel de déstratification chez nous. J'ai pas l'impression que dans la RE 2020, le brasseur a un impact en hiver. Et bon, alors je l'ai testé que sur des logements avec des plafonds à 2,50, donc fatalement, D'accord, ça n'en a pas du tout, mais il me semble pas. très bien. Je passe du coup à la suivante. Avez-vous fait un répertoire des modèles existants sur les territoires? Vous pouvez les partager si c'est le cas. Un répertoire des modèles existants des fabricants, non, non, Allô, effectivement. allô, On a travaillé avec beaucoup de fabricants qu'on a Nicolas? interrogés pour ce guide, mais c'est très compliqué parce qu'il en sort 10 nouveaux modèles tous les jours, quoi. Donc, et même D'accord. des nouvelles marques tous les jours. Donc, non, on n'a pas fait de, de, de C'est important de benchmark dire sur que ce. cette étude a été réalisée en toute indépendance par rapport à tous les fabricants. Donc Bien voilà, on sûr. a notre liberté de parole par rapport à ça, même si on trouve qu'il y en a certains qui sont plus avancés, notamment par exemple au niveau des commandes, et on n'est pas là pour faire de la pub, ou etc. Et, ni d'ailleurs de la contre-pub, hein, c'est juste un constat physique qu'on fait sur ce qu'on a observé. Mais voilà. Très bien. Peut-être qu'on passe à une autre question des ELT. La vitesse indiquée pour les effets physiologiques des brasseurs d'air est indiquée à 1 mètre seconde ou lors du webinaire BRAS, il était mentionné 0,5 mètres seconde à vitesse moyenne. Ça va alors considérer réellement lors de l'étude sur les occupants. Ouais, ça dépend du dimensionnement, mais effectivement, on est plus quand on mesure et quand on prend en compte, on est là. C'était l'exemple qui était donné hein, dans la diapo, c'était de dire que jusqu'à 1 mètre et 1 mètre et 1,5 mètres seconde, on a des effets, mais à partir de 0,5, on en a beaucoup, même bien avant ça, et que dans une pièce, notamment une salle de classe, on peut supposer qu'en assez facilement, si c'est bien fait on obtient en tout point 0,5 mètres seconde, là où c'est souvent plus dur d'être en tout point de la pièce à 1 mètre seconde. Et les Mais retours d'usage qu'on vous a montrés quand on demande aux gens et quand on observe d'ailleurs directement les vitesses qu'ils mettent, quand il y a souvent 5 vitesses, quand ils mettent vitesse 1 ou vitesse 2, effectivement, c'est les brasseurs d'air qui peuvent donner jusqu'à 1 mètre seconde, même un peu au-delà quand on est sous le flux direct en grande vitesse. Mais bien souvent, les gens se suffisent. Encore une fois, le retour d'expérience en Camargue, on est en été, en pleine chaleur, en période de canicule, de vitesse 1, 2 ou 3. Donc, des qui vitesses conduisent à des relativement faibles. vitesses d'air autour de 0,2, 0,3 Et mètres ça seconde. donne, parfois cette espèce de petite brise qu'on ne perçoit pas forcément très fort, mais qui génère beaucoup d'évapotranspiration, d'autant plus qu'on est dans une ambiance sèche, je l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, effectivement, l'effet commence à 0,2, 0,3 mètres secondes, et puis après, il est significatif, et puis après, il est aussi asymptotique. Voilà, il n'y a pas une multiplicité directe, mais l'effet commence assez tôt, quoi. Je ne sais pas si on répond bien. Mais en tout cas, je veux dire, on a suivi aussi le webinaire BRAS, on a beaucoup échangé avec eux durant l'année et on est raccord sur ces sujets-là notamment. Pas de problème. Très bien. Merci beaucoup. J'aurais peut-être une dernière question. Après, je vois qu'il y a quelques échanges dans les chats, notamment sur On y a accès le... au chat, nous, ou pas? Oui. Normalement, Oui. oui. C'est en cliquant les boutons de discussion. C'est par rapport au sens hiver et les rafraîchissements. Je ne sais pas si Parasol Architecture, il veut peut-être évoquer un peu le sujet. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Ouais, bonjour, oui. Bonjour. Bonjour. Ouais, moi simplement c'était un retour d'expérience parce que je me suis équipé chez moi en fait. Dans chaque pièce j'ai des brasseurs d'air et alors c'est couplé à un système. J'ai un plancher rafraîchissant et j'ai une VMI aussi avec le rafraîchissement de l'air par un tube d'eau avec un échangeur, donc c'est un peu particulier. Mais indépendamment de ça, donc les brasseurs d'air c'est le plus efficace, ce qui est assez intéressant. Et alors on est dans de l'ancien aussi, hein, c'est important à dire. C'est pas une maison neuve bien isolée.
Et du coup, c'est un peu expérimental. Simplement, les brasseurs d'air, moi, je me suis rendu compte à l'usage que la vitesse 1, ça suffit largement, même quand il fait 35 dehors, et qu'en fait, le sens hiver, donc celui avec lequel on tire de l'air vers le haut plutôt que le souffler au centre de la pièce, en fait, c'est parfois bien plus agréable parce qu'on a une sensation de fraîcheur qui est douce et un peu comme quand on souffle sur sa main ou quand on aspire en fait. Et notamment la nuit dans une chambre, c'est bien plus agréable pour moi. Donc c'est une sensation personnelle, hein, mais qui est intéressante, je trouve, à partager, que d'avoir de l'air soufflé sur son visage ou sur son corps, quoi. Donc souvent quand on parle du sens inverse, c'est été-hiver, c'est fixe. Comme ça, il y a des gens que ça peut arrêter aussi en termes de confort. Et je trouve ça intéressant de le voir comme quelque chose de polyvalent et pas que de théorique par rapport à la déstratification, le ci, le ça, qui est peut-être moins importante en rafraîchissement que ce que ça peut être en mode chauffage, dans lequel je suis moins convaincu en effet de l'efficacité. Voilà. Merci beaucoup de ce témoignage qui est à la fois professionnel et aussi perçu comme usager. C'est vrai que c'est le summum du low-tech, ce qui ne veut pas dire que effectivement ça soit simpliste, parce que pour arriver à des brasseurs très efficaces, il faut faire des moteurs efficaces, ça n'est pas efficace, etc. Mais vous savez, là, dans l'équipe, il y a des gens qui ont essayé tout système de rafraîchissement à faible énergie. J'ai vu qu'il y avait Thierry Cabirol qui assistait à la conf. On a fait des systèmes de rafraîchissement par le sol, etc. Des choses finalement low-tech, mais qui se finissent par être relativement compliquées en termes d'inconvénients. Et on est revenu à la solution. Ce n'est pas la seule solution, hein, mais parmi les low energy cooling technologies, selon le groupe de travail de l'Agence internationale de l'énergie, les brasseurs d'air sur le top, y compris par la dimension modularité. Tu as évoqué la vitesse 1, il y a des gens qui mettent vitesse 2, selon les moments, plus chaud, plus humide, plus de moustiques, moins de moustiques. Donc voilà, c'est un élément de réponse assez intéressant, et sa légèreté, sa frugalité nous paraît extraordinairement un gros potentiel, quoi. Et les résultats, on commence à les voir à la fois à l'échelle individuelle des usagers, et puis à l'échelle macro, puisqu'il y a le retour d'expérience aussi de la Guadeloupe, et j'espère qu'on l'aura en Europe sur le confort d'été. Il ne faut pas oublier que la clim, c'est 10% des consommations énergétiques mondiales, et ça va crescendo. Ouais. Merci. Merci à toi. Merci. Merci à tous. Carlos, tu as d'autres questions sous le coude? Non, j'ai pas plus de questions. Peut-être juste pour finir avec ça, peut-être Vincent, un petit mot sur le sondage qu'on a envoyé. Juste te dire qu'il n'y a pas eu une ligne, une réponse qui se détache sur l'année d'apparition des brasseurs d'air et sur les poids. Donc, juste toucher un petit mot sur ça pour finir le webinaire peut-être et après les mots de la Alors, fin. je n'ai plus accès au sondage, donc je vais le faire de mémoire, mais l'année, on est sur la fin du 19e siècle avec l'apparition des premiers ventilateurs à pales. Faire du vent pour se rafraîchir ou faire de l'air pour se rafraîchir, ça a plusieurs milliers d'années, mais les premiers brasseurs d'air à pales sont apparus aux États-Unis à la fin du 19e. Au départ, ils étaient actionnés par courroie. Depuis une machine à vapeur qui était à l'extérieur du bar. Je crois que le premier exemple que j'ai trouvé, c'était à Austin, au Texas. On avait une machine à vapeur à l'extérieur du bar qui faisait cheminer une courroie qui faisait tourner une trentaine de brasseurs d'air dans un bar. Et pour le poids moyen, oui, on est aujourd'hui autour de 6, 7, 8 kilos pour les plus grands, dans des tailles usuelles, hein, jusqu'à 1,52 m, 1,60 m. Donc, c'est des équipements très, très légers. D'accord, Voilà pour les merci. bonnes On avait vu des questions en amont avec Carlos, et justement, on se posait la question. 1860, c'est ce que j'aurais dit, mais je crois que ça correspond à ça, la date que tu dis, fin 19, Oui, voilà, c'est ça. fin 19e, on On est sur était tous très jeunes. 1860. 1860, Et le kilo, 1870. le poids, par contre, avec Carlos, on trouvait que ça faisait lourd, 7 kilos, donc on était plutôt sur 3, tu vois, on s'était trompé, du coup. Non, ouais, ça existe, hein, des très petites tailles et tout en plastique. Il y en a qui font 3, 4 kg 5, mais voilà. Couramment, on est autour de 6 kilos. D'accord, N'hésitez pas, au-delà du webinaire, d'envoyer vos questions, on y répondra, hein. Donc, Oui, oui. on fera un service après. On a quelqu'un d'autre qui lève la main, Marion? Oui, bonjour, merci à tous pour cette présentation. J'ai juste une toute petite question à Robert Seller. Tout à l'heure, vous avez évoqué qu'on préconisait aujourd'hui des modèles à courant continu, et ensuite vous avez parlé du matériau, et ça allait trop vite et j'ai pas... Oui, en fait, il faut essayer d'éviter. Bon, nous, on est dans une démarche globale, donc
on essaie de faire en sorte que le brasseur d'air il soit fabriqué avec les matériaux les plus écologiques, avec les solutions les plus durables, etc. Et les Et en termes retours. d'efficacité? Et donc, l'important, c'est le profil de la pale, son poids, etc. C'est assez pointu, finalement. Avant, des brasseurs d'air en pale plate, ça ventilait très peu, etc. Mais pour des raisons de durabilité, on ne recommande pas les pales métalliques. Donc, voilà, on a eu d'ailleurs, parce que si on en est là aujourd'hui, parce qu'on a commencé à bosser là-dessus il y a longtemps, c'est aussi qu'on s'est aperçu que ce qui est simple est faux, et souvent il n'y a qu'à placer un brasseur d'air. Non, non, c'est très compliqué. Il y a le calpinage, il y a la commande, il y a etc. Et nos retours d'expérience, c'est que les premiers brasseurs d'air, de toute façon, il n'y avait que du courant alternatif, il n'y avait que des pales métalliques. Et je ne sais pas si on a montré tous parce qu'on a aussi des bêtisiers sur les brasseurs d'air, tout est technique, et des brasseurs d'air qui sont complètement corrodés parce qu'ils sont en zone très humide, et le métal n'était pas fait pour ça. Donc voilà, on est plutôt sur des recommandations. On préfère des brasseurs d'air, par exemple, profilés avec des pales en bois, avec du bois d'origine éco-certifié, etc. Mais on essaie de ne Jusqu'au pas avoir diamètre, de, ne pas avoir de. jusqu'au diamètre 1,60 m, Voilà, Robert, puisque au-delà, oui, sur les très grands brasseurs d'air, pour des questions de c'est rigidité, les vrai, pales sont en métal, c'est et vrai, puis il c'est vrai. existe des modèles Et, 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 IP44, voilà, etc., et voilà, adaptés aux ambiances voilà, salines, mais, voilà. mais, Et- mais c'est et pas tant le matériau qu'effectivement la forme de la pale, etc., la forme de la qui pale et le contribue à matériau, effectivement. l'efficacité. Si c'est des pales métalliques, il faut que le métal ait été prévu pour ne pas être corrodé, parce que finalement, le brasseur d'air, comme il bouge, il échange plus avec l'ambiance, donc la fragilité qu'il a par rapport à l'humidité qu'il peut y avoir dans une ambiance, par rapport aux éléments corrosifs, est beaucoup plus importante. Voilà, c'est lié au fait que voilà. Et puis il Ok, reçoit aussi les merci pollutions de beaucoup. la pièce, etc. Mais voilà, tout ça est expliqué. Et puis de toute façon, l'offre suit. Et je ne sais pas si tu es architecte, Marion, Oui. mais nous, ce qui nous a tant que les architectes qui sont les garants de la cohérence globale du projet, y compris de son esthétique, de son intégration, n'arrivaient pas à nous, enfin à nous, les modestes ingénieurs que nous sommes. Et là, aujourd'hui, ils s'y intéressent et on fait des super projets avec des brasseurs d'air, etc., etc. D'ailleurs, c'est important, elle est excusée aujourd'hui. Marjorie Saint-Zac, qui est architecte, a travaillé avec nous sur la conception de ce projet. Et puis d'ailleurs, les architectes sont également représentés dans notre équipe par Benoît Ramos, qui est acousticien, mais aussi architecte. Voilà, un petit peu de pub pour l'école d'architecture de Montpellier au passage. Et celle de Malaquais, au passage. Merci, Oui. Marion, pour ton Merci intervention. Vincent. Merci beaucoup à vous quatre et merci aux participants d'avoir été si nombreux, ce qui montre que le projet concerne et que la sensibilisation est bien en marche et qu'il y a des attentes, je pense, vis-à-vis de ça. Ce qui est plutôt encourageant, je trouve, en cette fin d'année. D'aller dans le bon sens, ça fait toujours plaisir. Je vais vous laisser le mot de la fin, messieurs. Voilà. Comment vous concluriez tout ça? Non, merci à tous les participants d'avoir été présents, alors même qu'on n'est pas dans une période où ici, on pense beaucoup aux ambiances trop chaudes et au rafraîchissement. Donc ça confirme effectivement Non, moi je la dirais que pertinence de la si je solution. peux rebondir là-dessus, c'est un exemple assez caractéristique de l'importance de ce que BDM Environnement et BDM appelle l'intelligence collective. Moi, je préfère appeler ça l'intelligence à plusieurs, parce que c'est vrai que un projet avec des brasseurs d'air, d'abord, c'est dans le cadre d'une démarche globale qui s'appelle le confort d'été, etc., etc. Et puis, c'est forcément un sujet qui, évidemment, est synthétisé à la fin par le maître d'œuvre en chef qui s'appelle l'architecte, mais qui va mobiliser l'ingénieur électricien, le thermicien, l'acousticien, etc. C'est assez intéressant. Et tout ça, ça a été très bien résumé par Archie qui est intervenu tout à l'heure, mais il n'y avait que le nom de sa boîte, il n'y avait pas son prénom. C'était plutôt sympa. C'est vraiment low-tech, c'est vraiment simple. Ça a l'espèce de légèreté. Et voilà. Et puis en plus, ça a un côté, j'allais dire, sympa. Et puis de notre travail, nous aussi, on a essayé de le faire aussi dans la convivialité. Je ne sais pas si aujourd'hui, le webinaire avec les traits d'humour que Vincent est allé nous chercher là au niveau des images, il y en a qui sont encore plus gore. Tu n'as pas osé les montrer avec des brasseurs d'air qui décapitent les gens, tout ça. Bon. Mais voilà. Justement, Donc, il décapite personne, mais vous pourrez trouver, il y a des milliers de mais, vidéos de gens qui essayent de mettre leur tête dans un brasseur d'air qui tourne et qui en meurent pas pour autant. Donc, voilà. Laurent, Pas forcément à reproduire, ceci dit. Non, on est d'accord. Laurent, qui a été le porteur du projet, notre mandataire, qui est celui qui s'est farci les millions de réunionites pour convaincre les pouvoirs publics de nous aider à faire ce travail.
Non, ça s'est finalement relativement bien passé et on remercie l'AQC qui pilote le programme Ombré notamment et l'ADEME qui a cofinancé le projet. Et merci à tous pour votre participation nombreuse. Oui, il y avait beaucoup de gens connus dans ce webinaire-là. Bonjour à des anciens et des modernes qui n'ont pas parlé, mais la présence de Suzanne Déhoud, de Thierry Cabirol, j'ai vu tout ça. Donc, c'est de Dominique Ozamuller. C'était marrant de voir toutes ces personnes-là qui. Je ne sais pas si vous faites une photo de famille à la Effectivement, fin. oui. Donc, merci encore à tous. Je tiens aussi à nous excuser, on va dire. On a eu un petit problème technique au départ qui fait qu'on n'a pas pu accueillir au-delà de 100 personnes et on a résolu le problème assez vite. Et après, du coup, voilà, les portes ont été ouvertes et les gens sont rentrés. C'était très bien. Donc, merci beaucoup à vous tous. Merci de votre disponibilité donc, en cette fin d'année. Puis maintenant, je vous souhaite donc une bonne fin 2023 et on se retrouve en 2024 avec plein de beaux projets et de belles initiatives. Bonne Merci journée, à au tous. revoir. Au Au revoir. revoir, merci. Ouais, Au revoir. merci.